Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Vous êtes encore plus nombreux qu'il y a une demi-heure parce qu'on a des serveurs qui vacillent un petit peu. Depuis 3/4 d'heure que nous sommes connectés, on a reçu plus de 5000 questions qui viennent s'ajouter aux 15 000 que vous nous aviez postées toute la nuit. Quelles sont les grandes tendances des thématiques qui se dégagent des personnes qui veulent poser des questions à Ségolène Royal? Nous avons beaucoup de questions sur l'emploi, sur la vie chère, sur le logement, sur la 6ème République, des questions aussi sur l'Europe, sur le co-développement, et puis des questions de société, éducation, santé, femmes, culture, et des questions enfin sur l'environnement. Ségolène Royal, merci de vous prêter à l'exercice en direct Bonjour de Marseille. à Manette Squad qui est venu jusqu'à Marseille. Absolument, avec le beau temps, on a beaucoup de chance. Sur le Vieux-Port. On va commencer tout de suite par une première question. À gauche. Bonjour chère Ségolène, ça tombe bien car je veux prendre part à cette campagne pour vous d'une façon plus efficace. Que puis-je faire pour vous aider plus que je ne le fais actuellement? Je veux que vous soyez à l'Élysée, à gauche. Ah ben c'est très simple. C'est très simple. Pour m'aider, mais pas parce qu'il s'agit de m'aider moi, mais il s'agit d'aider la France à se relever et vraiment le vrai changement à se réaliser. Eh bien, il faut prendre le pacte présidentiel que je vous ai envoyé, que vous avez soit reçu dans votre boîte aux lettres, soit reçu sur le site internet Désir d'avenir, et puis aller faire du porte-à-porte. Alors, je vous demande d'aller voir 10 personnes par jour. Et lorsque vous aurez vu 10 personnes par jour pour leur expliquer à la fois que la France mérite mieux que ce qu'elle a beaucoup de talent, qu'elle est aujourd'hui bloquée et qu'il faut la remettre en mouvement en la rendant à la fois plus juste et plus forte, vous allez convaincre ceux qui pensent que la politique ne sert plus à rien, que la politique sert encore à quelque chose, et que le choix qui sera fait le 22 avril prochain ne concerne pas seulement les 5 années qui viennent, mais sans doute toute une génération. Alors voilà, à votre pacte et à vos porte-à-porte. Merci. On a une question de Yolande 93. Madame Ségolène Royal, tout d'abord, je vous souhaite la réussite dans cette campagne. Quelle sera votre première mesure significative au cours des 100 premières journées si vous êtes élu président de la République? Par avance, merci. Alors d'abord, il y aura plusieurs actions immédiates. Je l'ai dit, la première sera l'éducation, c'est-à-dire la préparation de la rentrée scolaire, ce qu'il faudra faire vite. Il faudra qu'au cours de l'été soient rétablis tous les moyens, tous les emplois que le gouvernement actuel vient de supprimer à l'éducation nationale. Donc je veux dire à toutes les écoles, les collèges et les lycées qui viennent de subir des fermetures de classes, des suppressions de formation ou des reculs dans le domaine de l'emploi, se verront rétablir à la rentrée prochaine tous les moyens qui viennent d'être supprimés. Je veux que l'école devienne un lieu d'apaisement et que les enseignants retrouvent confiance dans leur métier et la reconnaissance de la nation. Alors justement, on a eu beaucoup de questions d'enseignants, notamment qui vous demandaient si vous les souteniez dans la grève qu'ils ont faite avant-hier. Ils ont beaucoup de témoignages aussi sur la lettre qui leur a été envoyée. Oui. Donc double question sur à la fois la grève et sur la lettre qui leur a été adressée. Oui, j'ai adressé un courrier à tous les enseignants par l'intermédiaire de mon site et par l'intermédiaire des salles d'enseignants pour ceux qui veulent distribuer cette lettre, pour leur dire à la fois que l'éducation était au cœur de mon pacte présidentiel, que la nation leur devait une reconnaissance. Je sens une certaine angoisse par rapport à ce qu'ils vivent comme une dévalorisation du métier. Et je veux dire que jamais plus que maintenant, pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la désespérance, pour lutter contre le sentiment du déclassement, pour lutter contre les risques de la mondialisation, jamais l'éducation et la formation n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui. C'est pourquoi non seulement l'éducation retrouvera les moyens, mais aussi parce que je ne veux pas faire de la démagogie. Je demanderai, c'est dans le gagnant-gagnant, au système scolaire aussi d'être beaucoup plus efficace sur la lutte contre l'échec scolaire. Et pour être plus efficace pour la lutte contre l'échec scolaire, je ferai le soutien scolaire individualisé aux élèves. Donc ce sont soit les enseignants volontaires qui apporteront ce soutien scolaire individualisé pour que les élèves reviennent le matin en ayant fait leurs devoirs et leurs leçons. Je crois que c'est très important pour lutter contre l'échec scolaire. Soit les étudiants qui, en contrepartie des bourses ou de l'allocation jeune adulte, devront donner des cours scolaires de soutien individuel
aux élèves qui en ont besoin. On peut aussi développer des associations aux alentours de l'école et leur permettre de faire ce travail de soutien individualisé. Là aussi, on est dans le donnant-donnant. Je donne des bourses aux étudiants pour qu'ils puissent continuer leurs études et en contrepartie, ils viennent donner du soutien scolaire aux élèves. Alors, Jérémy demande, Madame Royale, pensez-vous qu'une femme sera à la hauteur d'une France ballottée depuis 5 républiques par des hommes? Que comptez-vous apporter de plus en tant que femme? C'est une vraie question, c'est une vraie révolution. Mais je pense que la France qui a besoin aujourd'hui d'un changement profond doit oser cette révolution. Elle doit l'oser parce que le temps des femmes est venu. Il y a d'autres façons de voir la vie, d'autres façons de concevoir la hiérarchie des priorités. La France aujourd'hui a besoin d'être remise debout sur ses bases. Ces bases, ce sont les familles, l'éducation, la valeur du travail, la sécurité sur tous ces plans, la lutte contre toutes les formes de violence, et puis le défi de l'écologie. Et tous ces combats sont mes combats de toujours. Et partout où je suis passée dans mes responsabilités politiques ou dans mes responsabilités ministérielles, à l'environnement, à la famille, à la situation des personnes handicapées, à l'éducation, partout dans ces responsabilités, j'ai prouvé que non seulement j'avais la volonté de réformer, mais en plus le courage aussi d'affronter les pesanteurs, les résistances de toutes sortes, les immobilismes qui freinent la France et qui font qu'aujourd'hui ces immobilismes sont très dangereux. Parce que dans un monde qui bouge, on a besoin à la fois de rester solide sur ses bases et en même temps d'avoir le courage aussi de faire mouvement. Alors une question, et qui sont d'ailleurs assez nombreuses, sur les emplois tremplins et sur le chômage des jeunes. Jallier Vincent, Madame Royale, pour lutter contre le chômage des jeunes, vous voulez mettre en place des emplois tremplins. Qu'est-ce que c'est? Pourriez-vous mieux définir ce terme? Merci d'avance. D'abord, la lutte contre le chômage des jeunes sera le chantier national majeur qui sera aussi lancé tout de suite. Je crois que c'est toute la mobilisation d'un pays qui peut lutter contre le chômage des jeunes. C'est-à-dire quand un pays tout entier prend conscience que le chômage des jeunes mine non seulement la confiance dans les générations montantes, mais aussi que cela correspond à un vrai gaspillage du potentiel et des talents, on se rend compte que c'est un défi national à relever. Il y a en plus beaucoup de jeunes de toutes origines qui sont victimes de discrimination. Il y a aussi les inégalités entre les filles et les garçons qui sont une injure au pacte social. Et donc pour toutes ces raisons, je veux que la France rattrape son retard et ne reste pas le pays d'Europe où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé et le pays dans lequel les jeunes attendent le plus longtemps leur premier emploi. Donc toute une série d'actions concrètes seront mises en place et en premier lieu les emplois tremplins. Qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont des emplois qui ressembleront aux emplois jeunes qui ont été supprimés par la droite, vous le savez, en créant beaucoup de dégâts dans les services publics et dans les associations. Donc ces emplois jeunes seront remis dans le système scolaire et dans le secteur associatif. Mais ce qui est aussi très nouveau, parce que je veux relancer la croissance économique par les petites et moyennes entreprises, ces emplois jeunes seront aussi mis à disposition des entreprises privées. Sous quelle forme? Les emplois, les jeunes diplômés, les jeunes qualifiés seront rémunérés pendant 6 mois par les régions qui en auront la responsabilité. Je l'ai fait moi-même à la tête de la région que je préside, la région Poitou-Charentes, où j'ai créé plus de 2000 emplois tremplins sous diverses formes. Il y a les emplois tremplins tels que je viens de les évoquer, les anciens emplois jeunes renouvelés. Il y a ce qui est nouveau, les emplois tremplins mis à disposition des petites et moyennes entreprises qui ne savent pas au départ, qui n'osent pas forcément embaucher des jeunes qualifiés parce qu'elles ne savent pas si elles auront suffisamment de chiffre d'affaires pour continuer à les rémunérer. Donc ça permet de leur donner un certain délai. Et puis il y aura les emplois tremplins sous la forme de bourse tremplin qui permet aux jeunes jusqu'à 10 000 € de prêts gratuits de créer leurs activités, leurs emplois, leurs services, leurs commerces, leurs activités culturelles, associatives, c'est-à-dire leurs micro-entreprises. Et je crois que cette façon de faire est extrêmement dynamique. Et là aussi, dans les régions qui l'ont déjà expérimenté, cette façon de faire est très efficace. Alors, de nombreuses questions. Il faudrait arrêter de s'agiter autour, là, parce que c'est assez...
Nous sommes en direct, mais je le dis quand même parce que ça fait beaucoup d'agitation, de va-et-vient. Non, vous ne trouvez pas? Oui, si, on va demander voilà. un peu plus de calme. Alors, énormément de questions depuis plusieurs jours sur la 6e République, et notamment Franck 72. Bravo pour les propositions sur la 6e République, il faut les marteler, en particulier le non-cumul des mandats. Ségolène Royal peut-elle préciser et autre message important, y aura-t-il un contrôle sur la présence des élus et quelle réforme enfin précise pour le Sénat? Merci. Pourquoi une 6e République? Parce qu'il faut, je crois, moderniser en profondeur les institutions de la France pour que la politique soit plus efficace. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai compris dans les débats participatifs et dans les interventions sur le site Désir d'avenir? C'est qu'une sorte de colère gronde. Il y a un désaveu de la politique. Il y a un doute profond sur l'utilité de la politique chez des millions de citoyens. Il y a la volonté que cette élection présidentielle serve à quelque chose et puis qu'après, le pouvoir politique soit efficace et que chacun soit à sa place et dans ses responsabilités. Et c'est pourquoi il y aura en effet une réforme profonde des institutions par référendum avec plusieurs piliers. D'abord la réforme parlementaire, en effet, avec l'interdiction du cumul de mandats, parce que je crois que le travail d'un député, c'est un travail à plein temps, ou que le travail d'un grand maire ou d'un président de région ou d'un président de conseil général, c'est un travail à plein temps, donc il ne sera plus possible de cumuler ces activités-là, et donc, bien évidemment, on pourra lutter contre l'absentéisme des élus. Et je crois aussi que c'est de l'intérêt même des élus, parce que, parallèlement, comme je veux approfondir la régionalisation, réformer la responsabilité des territoires, ces élus territoriaux auront encore davantage de travail. Et comme je veux aussi vivifier la démocratie parlementaire, c'est à faire en sorte que les députés aient une responsabilité pour vérifier l'application des lois et pour contrôler le pouvoir exécutif, ils auront aussi plus de travail. Donc il y a une cohérence. Là aussi, c'est du donnant-donnant. Je donne plus de responsabilités aux élus et en contrepartie, je leur demande de faire leur travail à fond et d'assumer leurs responsabilités. Et puis bien sûr, il y aura un grand volet de démocratie participative parce que je crois que là aussi, il faut moderniser les institutions, faire en sorte que les citoyens soient associés aux décisions qui les concernent. Et donc, il y aura des jurys citoyens qui viendront épauler et accompagner les politiques publiques devant lesquelles les élus devront rendre des comptes en contrepartie, donnant du pouvoir supplémentaire qui leur sera donné, non pas pour eux, mais pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Donc cette réforme institutionnelle va aller très loin et je veux qu'elle aille vite parce que je veux que la politique soit plus efficace, plus rapide. Je vais vous donner un exemple. Dans la région que je préside, j'ai attendu pendant 3 ans l'autorisation d'un ministère pour construire une usine de biocarburants. Et pendant ce temps-là, en Espagne, la même décision était prise en 3 mois. Donc vous voyez que si le pouvoir est trop lent, ou si la responsabilité est diluée, on perd des emplois, on perd du dynamisme économique, on perd de l'efficacité. Et donc je ne fais pas une réforme des institutions pour le plaisir de faire une réforme des institutions, mais pour que les objectifs du pacte présidentiel sur l'emploi, sur l'écologie, sur l'éducation, sur la relance économique, sur la lutte contre toutes les formes de violence, sur la relance de l'Europe, qui sont les grands piliers du pacte présidentiel que je vous propose, soient rapidement mis en place. Et le dernier volet, c'est la démocratie sociale, parce que là aussi, je crois qu'on est au Moyen-Âge en France du dialogue social et que ça nous fait perdre beaucoup de productivité, beaucoup d'efficacité et beaucoup d'emplois. Et donc, il y aura une démocratie moderne, sociale, dans l'entreprise. Les salariés et leurs organisations seront associés aux décisions de l'entreprise, comme c'est le cas dans les pays du nord de l'Europe. Et là aussi, on est dans le donnant-donnant. Plus de pouvoir de dialogue entre les partenaires sociaux et en contrepartie, plus de sens de responsabilité pour faire des compromis sociaux, pour défendre l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour répartir plus justement les fruits de la croissance de l'entreprise. Toujours sur le même sujet, 3 petites questions sur la 6e République. D'abord, beaucoup d'interrogations sur le terme 6e République, savoir si ça se justifiait ou non de changer de numéro.
Une deuxième sur la question de savoir si c'est Arnaud Montebourg qui vous a soufflé ça et s'il serait chargé de rédiger une nouvelle constitution. Et enfin, des questions sur est-ce que finalement on finirait par devenir une fédération comme l'Espagne. Alors pourquoi 6e République? Parce que je veux faire comprendre aux Français que nous allons vraiment changer de système. Le système politique dans lequel nous vivons est à bout de souffle. Les Français le savent, d'ailleurs ils se sont détournés des urnes. Et là on le voit bien aussi, ils s'interrogent sur le sens de la responsabilité politique. Et donc il faut faire comprendre qu'on va changer et que j'irai jusqu'au bout de cette réforme des institutions. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi 6e République? Parce que la responsabilité du chef de l'État va changer au sens où il va être le garant de l'État impartial. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un État impartial. C'est le même clan politique qui contrôle tout. On vient de le voir dans les dernières nominations récentes au Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'ensemble des instances étatiques. Le Sénat aussi, où l'alternance est devenue impossible compte tenu du mode de scrutin. Et ça, je crois que ça n'est plus conforme à une démocratie moderne. Demain, si je suis élu, le chef de l'État ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne serai plus la présidente du Conseil supérieur de la magistrature parce que je veux que l'autorité judiciaire soit réellement indépendante du pouvoir exécutif. Ça, c'est l'impartialité de l'État. Et la nomination des membres de toutes les instances qui doivent voir leur indépendance garantie, par exemple le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le Conseil supérieur de la magistrature, se verront démocratisés et la plupart des instances, des membres de ces instances seront désignés à la majorité des 3/5 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que l'opposition aura aussi son mot à dire. Enfin, pour garantir l'impartialité de l'État, il y aura une réforme révolutionnaire, parce que ça ne s'est jamais vu en France. Le président de la commission des finances sera un membre de l'opposition. Autrement dit, je veux des institutions qui fonctionnent mieux, qui soient plus transparentes, où les rapports entre la majorité et l'opposition sont respectés, et surtout, et cela nous changera, de la 5e République, où l'État sera vraiment impartial. Et enfin, les citoyens vont intervenir puisqu'il y aura des jurys citoyens à tous les niveaux de la responsabilité politique, des citoyens qui seront tirés au sort sur les listes électorales, et y compris en ce qui concerne le chef de l'État, puisque pour réfléchir au texte de la Constitution que je présenterai aux Français, il y aura un conseil consultatif constituant, préparatoire, qui débattra du contenu de cette réforme des pouvoirs, parce que les Français ont beaucoup d'idées, on le voit sur le site internet, ils ont beaucoup d'idées, ils sont très intelligents sur la façon dont la politique pourrait être plus efficace, et donc il y aura là aussi un jury citoyen tiré au sort sur les listes électorales au niveau national, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales et des territoires qui seront rassemblés dans ce conseil consultatif constituant, et qui permettra de discuter assez rapidement, parce que je ne veux pas que les choses traînent. Je veux que le référendum ait lieu dès l'automne prochain, qui pourra discuter sur un nouvel équilibre des pouvoirs. Mais là aussi, il ne s'agit pas de donner satisfaction à tel ou tel groupe de pression. Il s'agit de réfléchir ensemble à la façon dont aujourd'hui un pays moderne et un État moderne doit fonctionner, sans court-circuiter les intelligences des territoires, et bien sûr en laissant ensuite à la responsabilité politique, c'est-à-dire la décision du président de la République, le vote du Parlement, les contre-pouvoirs qui vont avec, la responsabilité ensuite de prendre la décision et de l'appliquer. Mais de même que je l'ai fait dans une campagne participative préalable qui m'a permis aujourd'hui de proposer aux Français un pacte présidentiel construit en grande partie avec eux, je veux demain gouverner la France avec eux, tout en assumant une autorité juste et claire, et qui sera d'autant mieux comprise et efficace qu'elle aura au préalable pris le temps d'écouter les Français. Alors on a une question audacieuse d'Albert. Vous avez dit vouloir pour tous les enfants de France ce que vous avez souhaité pour les vôtres. Une question néanmoins, auriez-vous souhaité que vos enfants soient élevés par 2 femmes ou 2 hommes? Merci d'y réfléchir.
Ça, c'est difficile de se projeter dans le futur. En revanche, je peux vous répondre effectivement par rapport à mes proches, et vous aussi, et tous les Français peuvent se dire cela, dans le respect d'ailleurs des convictions de chacun. Et je le demande très sincèrement, même à ceux qui sont opposés à cette évolution de la société, qui peut, en recevant l'un de ses enfants, justement, qui vient lui dire, voilà, le bonheur de ma vie, c'est de construire ma vie avec telle personne qui est du même sexe que le mien, mais quel parent peut s'opposer à cela? Donc voilà, tout simplement, quelle est ma situation, quelle est ma position, et quelle est celle aussi de tout adulte qui a envie à la fois de respecter le libre choix de ses enfants ou de ses proches, et en même temps de ne pas forcément ériger en normes absolues et imposer à tous cette façon de voir les choses. Et moi, je crois qu'un pays moderne peut parfaitement concilier la liberté de choix et la responsabilité de choix, et que la loi n'a pas à empêcher cette liberté de choix dès lors qu'elle s'inscrit dans le respect des autres et dans la recherche d'un bonheur auquel chacun a droit. Une question de Daisy. Pouvez-vous expliquer ce que signifie école des parents? École des parents, c'est un bon moyen d'aider les parents à faire face à leurs difficultés. Lorsque on a été soi-même enfant de parents maltraitants ou laissés un peu à la dérive d'une éducation, c'est très difficile de conquérir tout seul le savoir-faire éducatif à transmettre à ses propres enfants. Et il y a des parents qui sont totalement débordés par les événements, dépassés par la question adolescente, qui ne savent pas comment s'en sortir. D'abord parce qu'ils n'ont eux-mêmes jamais appris, comme si le métier de parent était spontané, mais c'est quelque chose qui s'apprend, comme toutes les activités humaines. Et j'ai observé en tant que ministre de la Famille qu'il y a bien des problèmes qui seraient résolus, bien des dégâts qui seraient évités, bien des délinquances qui auraient pu être empêchées si au bon moment les parents avaient été aidés, épaulés, conseillés pour comprendre les difficultés de leurs enfants. Et donc les écoles de parents, c'est cela, ce sont des structures associatives, d'ailleurs qui existent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment nombreuses sur l'ensemble du territoire. Ce sont des médiations familiales auxquelles les parents peuvent recourir, ou lorsque des enfants sont en situation manifestement de souffrance ou d'hyperactivité à l'école, ou d'excitation personnelle, au lieu de les punir, ce qui ne sert à rien, parce qu'on rentre dans une espèce d'escalade de la répression et de l'incompréhension, c'est faire un signalement aux parents, dire il doit y avoir un problème avec votre enfant dans le milieu familial, est-ce que vous voulez vous faire aider par une personne formée pour cela? Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce nouveau métier, quand j'étais ministre de la Famille, de médiateur familial, parce que ça ne s'improvise pas forcément, qu'il y a des lieux de dialogue parents-enfants, ou des adolescents qui n'arrivent plus à parler à leurs parents, parce qu'il y a une incompréhension qui s'installe, qui s'enquiste, et qui crée des tensions et des violences, alors que souvent, avec quelques conseils simples, de savoir-faire, de savoir parler, de savoir écouter, les problèmes pourraient être résolus. Voilà, c'est ça l'école des parents. Ce sont des lieux où les parents sans complexe peuvent venir chercher un soutien, un conseil, un encouragement, comment dirais-je, un conseil pratique, un dialogue avec d'autres parents qui sont confrontés au même type de problème et qui ont réussi à s'en sortir. Voilà, c'est renouer un dialogue qui s'est rompu. Alors nous avons Yo-Yo. Yo-Yo, comment va Yo-Yo? Très bien, j'ai l'impression. Bonjour Ségolène, j'admire votre campagne et le combat face à l'UMP et au caméléon Bayrou. Ma question est la suivante, comptes-tu vraiment changer la vie dans les cités, banlieues, en France? Alors je pense que c'est un sujet majeur, j'allais dire c'est presque une nouvelle frontière. Il y a plusieurs nouvelles frontières là, plusieurs défis considérables à relever pour la France. J'en ai relevé un déjà, la question du chômage des jeunes. Ça, c'est la priorité de mes priorités. Il y a ensuite la question des cités et puis il y a la question du réchauffement planétaire. Ce sont des défis qui au départ peuvent paraître insurmontables. Et moi je crois qu'il faut non seulement les régler, mais qu'il faut aller vite. Rien n'est réglé dans les cités. On sait que le feu couve sous la cendre, que les révoltes d'il y a un an ne demandent qu'à repartir
si les problèmes ne sont pas réglés, qu'il y a eu beaucoup de provocations du gouvernement de droite dans ces quartiers, dans ces cités, que les jeunes sont à fleur de peau. Et ma vision des choses est la suivante. Je considère que les jeunes ne sont pas un problème, mais qu'ils sont au contraire une partie de la solution au problème qui se pose à la France. Et que la France n'a pas le droit de gaspiller ses talents. Et que tous les enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, doivent être considérés comme les enfants légitimes de la nation. Et que ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ce potentiel soit mis au service de l'intérêt général. Et donc on commencera dans l'ordre juste, c'est-à-dire remettre les familles au clair devant leurs responsabilités, on l'a évoqué. Ensuite, faire en sorte que l'école et les services publics fonctionnent bien dans ces quartiers. Quels sont les services publics? Il y a l'école, il y a les services de proximité de l'école, aux alentours de l'école, les services culturels, la question de l'occupation en dehors des heures de classe, le sport, la culture. Il y a ensuite le fonctionnement correct de la police, donc je créerai la police de quartier pour qu'elle soit présente. Et puis il y a la question aussi du fonctionnement de la justice dans ces quartiers. Or, depuis 5 ans, les moyens ont été retirés, ce qui est absurde. C'est-à-dire qu'on a appauvri les structures, et notamment les structures associatives, qui venaient en relais du travail parental. Donc il faut remettre tout le monde debout devant ses responsabilités, que chacun soit au clair sur ce qu'il a à faire, et que surtout l'enjeu soit mis sur la réussite scolaire. Vous savez, quand la famille fonctionne bien, quand l'école marche bien, qu'il y a une interaction entre les deux, qu'à la moindre dérive, il y a une réponse immédiate dès le premier petit acte d'incivilité et qu'on remet les jeunes rapidement dans le droit chemin, dans leur propre intérêt, avant qu'ils ne basculent vers des transgressions plus lourdes. Et puis enfin, et surtout quand on porte un regard positif sur les jeunes des quartiers en leur disant qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, et ce sera l'un des objectifs, non seulement des bourses tremplins, mais aussi des aides gratuites, là, des fameux 10 000 € de bourses tremplin pour qu'ils créent leur activité, leur projet, leur emploi. Je pense que nous verrons une nouvelle énergie se lever dans ces quartiers, des activités se créer, des micro-entreprises se constituer, des jeunes réussir à l'école. Et cela se fera aussi par une lutte sans faille contre toutes les formes de discrimination. Il me reste 5 minutes. Keynes, on va passer à l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Keynes, Madame Royal, dans l'hypothèse de votre élection, quelles seraient votre première mesure concrète en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Il y en a beaucoup, des actions concrètes. Vous savez, j'ai été ministre de l'Environnement. Je sais ce que ça a été déjà il y a 14 ans. Il y a 14 ans, j'étais ministre de l'Environnement et déjà, à l'époque, j'avais anticipé un certain nombre de choses sur les énergies renouvelables, puisque j'avais dit à Électricité de France, mais consacrez au moins 10% de votre chiffre d'affaires aux énergies renouvelables, et la France sera le premier pays au monde pour toutes les technologies liées aux énergies renouvelables, avec les éco-industries qui vont avec et les emplois. À ce moment-là, je n'étais pas écoutée, c'était sans doute trop visionnaire ou trop marginal. Résultat, aujourd'hui, la France a pris du retard sur des technologies pourtant qu'elle savait bien maîtriser, comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, alors que nous devrions être le premier pays au monde à maîtriser et à produire dans ces directions-là. Il va falloir donc rattraper de façon accélérée notre retard. Il y aura donc tout de suite une fiscalité écologique. Et je veux que cette fiscalité tende vers zéro. Ce sera un combat à conduire au niveau européen pour que tous les produits liés à l'écologie baissent de prix. C'est-à-dire que la TVA soit quasiment à zéro sur l'ensemble de ces produits. Ensuite, je prononcerai immédiatement le moratoire sur les OGM en plein champ, parce que je trouve que le manque de transparence dans le domaine de l'environnement est un scandale démocratique. Je lancerai immédiatement un plan d'économie d'énergie et un plan d'isolation des bâtiments anciens déjà construits, puisqu'on sait que le réchauffement planétaire vient aussi du gaspillage énergétique, et que sur les bâtiments déjà construits qui n'intègrent pas les énergies renouvelables ou qui ne sont pas bien isolés, c'est 40% de l'énergie qui est gaspillée. Donc on peut là aussi faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire faire un plan d'économie d'énergie et d'isolation en donnant des avantages fiscaux, en encourageant les filières dans le domaine du bâtiment. Ça représente 100 000 emplois
en 3 ans dans ce domaine et en même temps gagner aussi de l'autre côté parce qu'on luttera contre le réchauffement planétaire. Il y aurait bien d'autres actions concrètes que je pourrais évoquer, en particulier, et je le dis dès maintenant aux entreprises du bâtiment et aux architectes, plus aucun permis de construire ne sera délivré s'il n'intègre pas dès le départ les énergies renouvelables à la construction. Énergie bois, énergie solaire, énergie éolienne, photovoltaïque, géothermie, car il faut, et ça coûte beaucoup moins cher, d'intégrer ces énergies renouvelables dès la construction que de les installer après coup. Il faut donc anticiper au moment même de la construction. Enfin, il y a tout le secteur des transports collectifs. Et là aussi, c'est dans ce domaine que l'on voit les dégâts les plus considérables sur le réchauffement planétaire. On prend une dernière question. Une question qui revient assez souvent sur le téléchargement sur Internet. Est-ce normal question de Momo, est-ce normal qu'on risque de la prison pour 10 MP3 de musique téléchargée sur Internet quand on voit que d'autres font bien pire sans jamais terminer en prison? Mais de toute façon, cette loi n'est pas applicable. Donc elle est absurde. On ne va pas aller chez les gens pour les contrôler, leur donner des amendes. Moi, je suis contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à la privation de liberté. Donc cette loi est absurde et elle sera refaite. Et nous trouverons un juste équilibre entre la rémunération des artistes, parce que les jeunes l'ont compris d'ailleurs quand on les interroge sur le site, mais quand même le téléchargement pose un problème par rapport à la rémunération des artistes. Ils le comprennent parfaitement et les jeunes sont très responsables par rapport à ce problème. Ils ne demandent pas à bénéficier gratuitement de la production artistique et donc je suis convaincue que nous trouverons avec eux un juste équilibre entre la liberté d'accès à la culture, car il y a beaucoup d'artistes qui se sont fait connaître par Internet. Ensuite, ça a donné aux jeunes l'envie d'aller à leurs concerts, d'acheter les disques. Donc il y a une nouvelle économie de la culture qui se met en place. Et c'est certainement pas en érigeant des barbelés ou des interdits, surtout à l'heure d'Internet, que l'on va régler le problème. D'une façon générale, je pense que tout ce qui est défensif par rapport à l'expression de nouvelles voies d'expression publique va à l'échec. Ça fait ressembler à l'époque où les radios libres étaient interdites. Vous vous souvenez de la mobilisation de François Mitterrand et des socialistes, et les radios commerciales pensaient être mises en cause par les radios libres. Un équilibre a été trouvé. Donc je crois que sur Internet aussi, permettre à tous d'accéder à la culture tout en trouvant un système de rémunération des artistes, je pense que c'est possible par intermédiaire des serveurs, des supports, etc. Il faut en discuter, mais on trouvera des solutions. Une dernière question, voilà. Parce qu'elles ont été nombreuses, c'est peut-être le fait d'être à Marseille, venant d'Afrique. Yamoussa, bonjour Madame Royal, je suis un de vos sympathisants depuis Bamako au Mali. J'avoue que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre projet pour l'Afrique dans lequel vous n'avez pas du tout été complaisante. J'aimerais savoir comment vous comptez vous y prendre pour un tel revirement de la politique française sur le continent africain. Ça, la politique de la France à l'égard de l'Afrique sera réformée en profondeur. D'abord parce que quand on voit les résultats, c'est la preuve même qu'il faut que les choses changent. Et puis surtout, cette politique africaine, je ferai en sorte qu'elle ait une dimension européenne dans un dialogue euro-méditerranéen. Je pense enfin que l'Afrique doit être au premier rang de la lutte écologique. Et quand un pays pauvre a la chance d'avoir une énergie solaire gratuite, il est vraiment insupportable de constater que les pays riches ont imposé aux pays africains des modes de développement à partir des énergies fossiles qui ont creusé les inégalités et qui ont creusé les phénomènes de pollution et les phénomènes de destruction de forêts. Donc ma priorité ira à la coopération décentralisée. D'ailleurs, la région où nous sommes fait beaucoup d'actions, le département aussi, les Bouches-du-Rhône, fait beaucoup d'actions décentralisées en direction de certains pays d'Afrique. Ça permettra aussi la mise en place de circuits courts, donc le contrôle des fonds publics. Je ne veux plus que l'argent public qui va au développement soit détourné, soit par des régimes corrompus, soit par des filières intermédiaires qui prennent parfois la totalité des fonds que les habitants sur place ne voient jamais arriver. Et donc ma priorité ira au circuit court, au microcrédit, à la coopération décentralisée, à toutes les actions liées à la protection de l'environnement, à la lutte contre la déforestation, aux énergies renouvelables et puis bien évidemment
à l'accès à l'éducation et à la santé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Prends rendez-vous pour un nouvel exercice d'ici 22 avril. On Voilà. espère. À bientôt. Merci pour toutes vos questions.